Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je reçois un ancien grand bandit, Franck Henry. Franck Henry a fait 21 ans de prison pour avoir braqué des bijouteries, des banques, des bureaux de change. Aujourd'hui, il est auteur, on pense notamment au succès littéraire Natchav. Il a coécrit les séries cultes, Braco ou encore Engrenage et a même réalisé un long métrage avec, excusez du peu, Isabelle Adjani qui s'appelle De Force. Il est actuellement à la Nouvelle Ève pour raconter sa vie unique dans un spectacle intitulé Gangster, ni fier ni honteux, à partir du 26 janvier 2024. Bonjour Franck. Bonjour. Bon, je vais être honnête avec toi, le grand banditisme, je connais peu. J'ai volé qu'une barrette aux Galeries Lafayette à Biarritz et encore sans faire exprès, elle était restée dans ma main. Mais j'ai quand même un tout petit rapport lointain avec ça parce que mon grand-père corse était avocat et a commencé sa carrière avec Bouche Sèche, un truc en Corse. Il n'arrivait pas à trouver de clients et apparemment on a cherché son nom dans l'annuaire, ils ont dit un Corse, c'est bon, ce sera lui. Et voilà. Bouche Sèche, qui était une figure du banditisme d'après-guerre. Ah ouais, ok, je savais pas qu'il était connu. Je me disais juste que son nom était marquant. Ici, écoute, on est dans une zone de non-jugement. Moi, j'ai juste envie de comprendre ce qui t'a amené à prendre ce chemin. Quel a été ensuite ton déclic, ton moment charnière pour arrêter? J'ai beaucoup de questions, je te préviens. Allez, allons-y. Est-ce que tu peux me raconter peut-être ton enfance? Oui, c'est une enfance qui a été trimballée parce que mes parents avaient pas trop le temps de s'occuper de moi, ils bossaient beaucoup. Mhm. Mon père à l'usine, ma mère était serveuse dans les bars. Et donc j'étais assez rapidement placé en nourrice, ça se faisait à l'époque, moyennant finance. Et donc j'ai été élevé au début par des gens que je connaissais pas, qui n'étaient pas de ma famille. Ensuite, j'ai été placé chez mes grands-parents paternels en Bretagne. Mhm. Et quand ils ont été trop âgés pour s'occuper de moi, je suis revenu chez mes parents qui m'ont collé en pension en Belgique. Et jusqu'à ce que ça se passe mal et que je sois viré de là. Et je suis retourné chez mes parents vers 13-14 ans, on va dire. T'as été placé hyper jeune au pensionnat, avec quel âge? T'étais tout petit, non? Pensionnat, oui, je devais avoir... ouais, ça a duré un an et puis ouais, je devais avoir 12-13 ans, ouais. Ouais. La première année, bon, il y a rien de notable. La deuxième année, j'ai changé d'établissement pour passer en secondaire. Mais le système d'éducation belge n'était pas le même à l'époque. Et j'ai mis un coup de fourchette dans la cuisse d'un élève qui voulait, je sais pas quoi, voir ma quéquette ou montrer la sienne, ou je sais plus. Ouais. Bon, le coup de fourchette était un peu justifié. Coup de fourchette dans la cuisse, je suis descendu dans la cour, j'ai jeté des cailloux sur les statues de la Sainte Famille, puisque j'étais à l'Institut de la Sainte Famille. Et donc le but recherché, c'était de me faire virer de là, et et le lendemain, je suis retourné chez mes parents. Et ça s'est passé comment à partir de ce moment-là? Je me suis retrouvé chez des gens que je connaissais pas, en fait. Et donc, l'affection que j'avais pas à la maison, je suis descendu la chercher dans la rue. T'as commencé à te faire des fréquentations plus âgées? Pas nécessairement plus âgées, des fréquentations tout court, mais bon, en faisant le con, quoi. Voilà, l'affection que j'avais pas à la maison, j'étais la chercher là, et pour me faire aimer, parce qu'au fond, il s'agit que de ça, j'ai commencé à faire le con pour qu'on me regarde, quoi. Ouais. Et faire le con, ça veut dire voler des mobylettes, des conneries. Sauf que rapidement, je me suis rendu compte que les motos, si je les volais pour faire le con, et qu'après avoir fait le con, je les vendais en pièces détachées, ça ferait toujours un peu d'argent. Et donc, ça fait qu'à 16 ans, je gagnais plus d'argent que mon père à l'usine, quoi. Ils ont dû s'en rendre compte, j'imagine, qu'il y avait un truc qui clochait, que tu pouvais te payer des choses. Pas trop. Non? Pas trop. Ils bossaient, ils étaient dans leur truc. J'étais assez autonome. Non, ils se sont rendus compte quand les ennuis ont commencé. Ça doit te donner des ailes à 16 ans de te dire, parce que on a l'impression d'être des adultes, mais en fait, pas du tout. Tout d'un coup, t'as beaucoup d'argent entre les mains. On se sent pousser des ailes. On se dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je vais me tuer moi aussi à l'usine alors que... C'est là qu'est tout le problème. C'est-à-dire qu'une délinquance, quand elle commence, parce que t'es un peu plus malin que les autres, et tu gagnes forcément un peu d'argent, et l'argent, c'est le moteur de ça, et puis la vie devient plus facile de fait.
Et après, on prend des mauvaises habitudes. Mais moi, les mauvaises habitudes, elles sont venues vite, puisque moi, je suis rentré dans une banque la première fois avec un pétard à la main. J'étais pas major, j'avais 17 ans. La vache, tu le racontes d'ailleurs dans ton spectacle, ces regards qu'on n'oublie pas. Parce que toi, tu fais ton truc, tu repars, ça dure peu, et puis t'as de l'argent, et la finalité, elle est là. Mais tu sais que tu vas marquer des gens. Oui, oui, oui. Alors ça, t'en es pas conscient tout de suite, hein, mais Bien sûr. c'est après, avec les années et la réflexion sur ta vie et pour peu que tu te donnes les moyens de réfléchir un peu, ce qui a été mon cas. Et donc ouais. Oui, t'as raison, je suis en train de sauter beaucoup d'étapes. Pauline, reste concentrée. Donc tu fais ton premier braquage de banque, tu dois te chier dessus, parce que là, on passe à plus... Pas tant que ça, c'était ouais. une petite banque en province, et il y a 3-4 employés. Non, ça a été assez rapide. De toute façon, que ce soit le premier ou le 10e, un braquage, t'as peur avant, t'as pas peur pendant, quoi. Ah, il y a ce sort de cerveau reptilien. Ouais, une fois que t'as passé la porte, tu fais ce que t'as à faire ou ce que tu penses à avoir à faire. Mais alors du coup, comment tu sais ce que t'as à faire? Tu l'as vu dans des films? Bah oui, voilà, tout simplement, tu t'imagines. Sauf que si t'es un peu malin, c'est quand les gens lèvent les bras. Moi, tout de suite, j'ai compris qu'il fallait pas qu'ils lèvent les bras. Pourquoi? Bah parce que s'il y a quelqu'un qui passe dans la rue et qui par une des fenêtres, il voit quelqu'un avec les bras levés, bah il va à la police. Hein. Ah. Et donc tu fais comment? Tu leur dis de pas lever les bras. S'ils les lèvent, tu leur demandes de les baisser. Mettez les doigts dans le nez, tu sais le truc, Voilà. la méthode hyper innovante. Levez la jambe gauche. Ouais. Et soufflez avec votre poumon droit. Non. Je rigole, hein. Oui, bien sûr. Mais ouais, c'est ça l'idée, c'est de faire un peu comme t'as vu dans les films. Et puis et là, pour le coup, bah ça a été le déclenchement de tout parce qu'on est rentré, on était à deux. On est rentré derrière les convoyeurs de fond. On a attendu que quand on est arrivé, les convoyeurs de fond étaient là. Et donc on a attendu qu'ils sortent. Et une fois qu'ils sont partis, ben on est rentré et là ça a été le jackpot parce que au pied du comptoir il y avait un sac que les convoyeurs avaient posé dans lequel il y avait 50 briques, donc 500 000 francs de l'époque, plus les 100 000 francs qu'on a dû prendre dans le guichet, dans les distributeurs. C'est énorme. Machin. Ça faisait 600 000 balles, un bon 100 000 euros aujourd'hui, quoi. Et en 77, c'était beaucoup Bien d'argent. sûr. Et ça te donne pas envie d'arrêter après ça en te disant ok, bon, allez, j'ai eu un coup de chance. Non, on s'est acheté une voiture et j'ai été fêter ma majorité au Carlton à Cannes. Et là, belle vie, les belles filles, les belles voitures, les yachts, le ski nautique. Oui, c'est sûr, dit comme ça. Et là, tu te dis bah voilà, c'est là que ça se passe, quoi. Et t'as pas une sorte de d'épée de Damoclès de toujours marcher et te dire peut-être qu'on va me griller dans la seconde que tout, tu vois? Non, parce que après, et ça vient plus tard. Parce que après, ça a tellement été facile ce hold-up. Tu te dis au fond, ouais, c'est simple, quoi. Donc tu penses pas au malheur qui va arriver très vite. Mais malheureusement, oui, ça arrive vite après. Et la première fois, justement, que ça arrive, que tu te fais griller, ça se passe comment? C'est quoi l'erreur, d'ailleurs, que tu fais? Ben moi, je suis après cet épisode-là, donc ça se passait en province. Après l'épisode Cannes, au lieu de retourner en Lorraine, où j'étais, je suis monté à Paris. Et j'ai enchaîné, quoi. Un vol à main armée, puis 2, puis 3, et puis un jour, ça a craqué, quoi. Ça te fait pas culpabiliser de voir les gens? Moi, ça me marquerait de voir les visages terrifiés. Et je l'ai fait, ça, moi. Je l'ai fait avec le recul, Ouais. un jour en faisant une émission de télé, où j'ai été confronté à des gens que j'avais braqués et c'était tendu, quoi. Tu t'as ressenti quoi à ce moment-là? Un gros malaise parce que là, tu prends toute la mesure de ce que t'as fait, dans le sens où c'est pas bien, quoi. C'est la vie normale, c'est pas de traumatiser des gens et donc là tu te retrouves en face d'un mec qui te dit voilà, aujourd'hui encore, même des années après, bah je vous en veux toujours parce que j'ai cru que je rentrerai pas chez moi, que je reverrai pas mes enfants, que je verrai pas ma femme. Et là tu te dis putain, mon métier c'était ça, quoi.
pas terrible. Et alors à ce moment-là où justement tu fais une erreur qui te fait repérer, est-ce que tu peux nous raconter la première Non, fois? le premier hold-up, il y a pas eu d'erreur. Pardon, oui, pas le premier. Celui où on s'est fait attraper. Le hold-up où on s'est fait attraper, quand on a eu une alarme insonore, donc ça veut dire que la police est arrivée, on le savait pas. Donc ils nous attendaient à l'extérieur. Quand on est sorti, fusillade. Et mon complice a pris une balle dans la colonne vertébrale, il est resté par terre. Moi, j'ai réussi à m'enfuir. Et quelques jours après, son frère, pensant arranger les histoires de son frère, et donc qui était paralysé, et à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes, m'a balancé à la police. Et donc là, arrestation et première grosse arrestation et première grosse peine. Ouais. Qu'est-ce que ça fait le moment où tu rentres en prison? C'est un monde complètement à part, avec ses propres codes. Ouais, mais moi j'y avais été avant déjà. J'y avais été quand j'étais mineur et. D'accord. Et c'était pas. Moi, la prison, ça m'a jamais traumatisé dans la mesure où assez rapidement, je me suis dit que. Qu'au fond, si j'y étais, c'était un peu de ma faute, quoi. Et il y a personne, moi, qui m'a pris par la main de force pour aller faire des braquages. Donc je me suis toujours dit, en étant le plus rationnel possible, en me disant voilà, au fond, si être pas bien en prison, il y a un terme qui dit se la faire mal. Okay. Moi, je me suis dit, si je me la fais mal, je vais me taper la tête contre les murs et puis je sais pas quoi, je vais prendre ce qu'ils appellent la fiole pour dormir. C'est quoi la fiole? C'est si tu vas voir un psy, il te file, je sais pas quoi, des médicaments pour t'endormir, quoi. Je retiens le langage, écoute. Ouais. Ça peut toujours servir. Et donc moi non. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre ses responsabilités, assumer, ce sera plus facile à vivre. Ce sera moins pénible psychologiquement. Et puis surtout, je me suis attelé, moi, tout de suite à une chose qui est très, très, très importante à l'époque, c'est qui existe plus malheureusement. C'est à l'époque, quand tu passais des examens scolaires en prison, tu avais des remises de peine supplémentaires. Donc moi, j'étais à l'école, quoi. Et l'idée, c'était de sortir le plus rapidement possible. Et donc, j'ai passé le certificat d'études, le BEPC, une équivalence du bac, et puis après je suis rentré en fac, etc., quoi, jusqu'en maîtrise. Ça t'a pas donné envie d'arrêter la prison? Non seulement elle m'a pas donné envie d'arrêter, mais j'ai même pas attendu de sortir moi pour recommencer, puisque quand j'ai eu ma première permission au bout de 4 ans, j'avais mes amis qui m'attendaient devant la porte de la prison et avec une voiture volée et on a été braqué une banque. L'idée étant de me faire passer la permission la plus confortable possible. Dingue! Donc je suis sorti, on a été braqué 10 minutes après, j'étais dans une banque en train de la braquer et je me suis acheté une voiture américaine pour frimer, aller en boîte de nuit et pouvoir frimer et je dormais et j'avais pris une suite au Plaza Athénée. Mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Je juge pas, mais j'arrive pas à comprendre. Parce que je me disais dans ma tête quand la proposition était saugrenue, mais tout de suite je me suis dit au fond, qu'est-ce que je risque quoi? Je risque pas d'aller en prison, j'y suis déjà. Donc le traumatisme sera d'autant moins grand et puis allez-y. Je suis un bandit, je suis un gangster, vas-y, pourquoi je vais attendre? Oui, comme tu disais, de toute façon, j'y suis et puis je vais rester un long moment, autant kiffer à 100% avec ce qu'on me donne, quoi, c'est ça? Ouais. Et donc voilà, quoi, j'ai même pas attendu de sortir, quoi. J'étais inscrit dans un processus où j'avais la conscience de devenir un gangster et à l'époque ça me déplaisait pas non plus. Mais bon, après les doutes sont arrivés, hein, mais bien sûr. Mais ça c'est le début, quoi. C'est le début d'une carrière entre guillemets de brigand. Ouais, et puis tu le dis, cette adrénaline là, ce cerveau reptilien durant le truc, ça c'est des émotions tellement fortes que tu retrouves pas ailleurs, que j'imagine que ça doit aussi être une drogue en quelque sorte, non? Non, bon, pour moi tout ça c'est de l'ordre du fantasme. Ah ouais? Ouais. Mais tu peux pas. Enfin après, je parle pour moi, hein. Je parle pas pour les autres, hein. Mais non, moi j'étais conscient très vite
que ce que je faisais c'était pas bien. Ça m'a pas empêché de le faire, ça m'a pas empêché de le refaire, de récidiver. Mais moi, depuis le début, je sais que ce que je faisais c'est pas bien, et j'y prenais zéro plaisir, quoi. J'y prenais zéro plaisir. Oui, c'était l'après, quoi. J'y allais dans un but très précis, qui était de prendre de l'argent. Ce que je faisais, je prenais de l'argent, beaucoup d'argent. Et mais seulement, moi, j'ai toujours été un peu distant de ça. Par exemple, moi, j'ai jamais été dans le milieu. C'est-à-dire que je le fréquentais un peu parce que quand t'as besoin d'armes, t'as besoin de papier ou je sais pas quoi. Donc si tu le fréquentes un peu, mais moi j'ai jamais été dans le milieu, quoi, parce que le milieu c'est un microcosme que j'ai jamais aimé. Le milieu c'est beaucoup les gens qui sont installés là-dedans. Bah c'est beaucoup du trafic de drogue. Et moi j'ai jamais été un trafiquant de quoi que ce soit. C'est beaucoup la prostitution, le proxénétisme. Moi, les Macs, je les aime pas. Moi, je disais toujours, dans le temps, il y avait une pub pour un truc qui avait un nom d'alcool, mais ça n'en était pas. Ça s'appelait Canada Dry. Et les proxos, moi, je disais que c'était des voyous Canada Dry. Ça ressemble à des voyous, ça parle comme des voyous, ça s'habille comme des voyous, ça bouge comme des voyous, mais c'est que des merdes en fait, qui vivent au crochet de leur malheureuse gonzesse. Donc moi donc pour tout ça pour dire quoi, c'est-à-dire que moi quand je rentrais, j'étais un gangster quand j'étais dans une banque avec les flingues à la main. Quand j'en sortais, ben non quoi. Quand j'en sortais, je prenais le Concorde et je me barrais à New York, quoi. Ouais, t'étais pas là pour te faire chauffer l'ego, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Moi de toute façon, j'ai toujours su, et après de plus en plus, jusqu'à une conscience plus aiguë du mal que tu peux faire. J'ai toujours été conscient que ce que je faisais, c'était pas bien. C'était pas bien. C'est la norme, c'est pas ça. On me dit oui, mais bon, c'est dur de faire le gangster. Non, c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est d'aller bosser, de se lever le matin. C'est ça qui est dur. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on fait gangster, pour pas aller bosser le matin, quoi. Tu crois qu'il y a un truc qui aurait pu te faire arrêter durant ces années-là? Je crois pas. Je crois pas. Moi, j'ai fait des tentatives. J'ai fait de la musique parallèlement à ça. J'ai fait de la production musicale. J'avais une boîte de prod pour dire aux flics que je travaille. Mais en réalité, c'était du mécénat. Maintenant, imaginons, on va pas refaire l'histoire, mais imaginons que dans mes histoires de prod, j'aurais eu un gros succès qui m'aurait ramené des millions. Bah, évidemment que j'aurais arrêté. Mais moi, d'ailleurs, j'arrêterais le podcast, si j'avais une société de prod qui me rapportait des millions. Tu continues là-dedans, dans ce process-là, et ça va durer 21 ans de prison, c'est ça? Ouais, je vais faire 21 ans en plusieurs peines, en 3 peines importantes, et jusqu'au jour où, voilà, il y a eu la naissance de mon fils, et il y a un ovni qui est arrivé dans ma vie et qui a fait que j'ai décidé de passer à autre chose, parce que j'ai eu tout de suite la conscience de la responsabilité que ça impliquait et de l'amour que ça engendrait. Et je me disais, je serais ou père ou gangster, je ferais pas les deux, quoi. Pour moi, c'est pas compatible. Et je donnerais pas à un gamin en héritage une délinquance, quoi. En patrimoine, je donnerais pas le banditisme, quoi. Ni culturel, ni psychologique, ni même financier d'ailleurs. Donc j'ai décidé de passer à autre chose. Ouais, Malheureusement, j'ai été rattrapé par des anciennes histoires, qui ont fait que je suis retourné en prison, mais avec au fond pas autre chose à leur dire que stop, c'est fini, je passe à autre chose. Ok. Il y a ce truc-là de l'amour que tu recherchais au départ qui a été peut-être comblé aussi avec un enfant. C'est un amour tellement puissant. Et puis sa mère, voilà quoi. J'étais dans une vraie histoire. Et là, tu te dis, voilà, je ferai ça ou ça, mais je ferai pas les deux, quoi. Ça doit mettre aussi en perspective quand tu vois ton enfant de te dire, est-ce que j'aimerais qu'il suive le même chemin? Je pense que non. J'étais terrorisé par ça. C'est ça. Pendant longtemps, j'étais omnubilé par ça, en me disant, putain, j'espère qu'il va pas mal tourner, quoi, parce que, alors évidemment, je vais lui expliquer, évidemment, je l'aiderai, mais j'étais omnibulé par ça, ouais, quoi. Je comprends. Me dire que je veux surtout pas que mon gamin prenne la même route que moi, et pour ça il y a qu'une méthode, c'est l'amour. Il y a pas de il y a pas de 36 solutions. Ouais, c'est fou comme c'est le truc qui résout tout et qui pourtant
tu sais, est sous nos yeux et qu'on voit pas toujours et qu'on n'a pas tous la chance, l'opportunité d'avoir un certain instant T. Mais le nombre d'épisodes de la leçon que, avec mon invité qu'on a terminé par, franchement, à part l'amour, de quoi est-ce qu'on a besoin? Mais rien du tout. C'est le fondement de la vie et. C'est le fondement de la vie. C'est cucu, hein, ce que je dis, mais j'y crois vraiment. C'est comme ça que la Terre tourne. Je sais plus, moi, je suis pas croyant, hein, je crois en rien, moi, mais dans le processus de fabrication de l'être humain, dans son évolution, il y a un truc qui est arrivé là-dedans, qui est malin, qui est l'amour, quoi. Mm-hmm. Et on s'est dit, voilà, les gens, ils vont s'aimer, ils vont faire l'amour, ils vont faire des enfants, et ça va faire tourner la planète. Bah, tant mieux. Donc toi, c'est ton déclic, c'est ton tournant. Ouais, tout à fait, ouais. Mais alors, toi, tu te considères plus à l'intérieur, tu dis ça y est, je veux tourner la page, mais est-ce que les gens arrivent à te voir différemment? J'imagine que les débuts, ils doivent pas être évidents, quoi. Je sais pas comment parler de ça parce que j'ai pas été confronté au dilemme de ça. Moi, avant même d'être sorti de prison, sur ma dernière peine, j'étais édité. J'ai tout de suite des bouquins qui ont marché et quand je suis sorti, je me suis retrouvé à faire des succès en télé. J'ai pas été confronté à la réalité de devoir vraiment changer de vie dans le sens où il va falloir que je me trouve un taf, il va falloir que j'aille bosser 8 heures par jour. Est-ce que je sais même pas si j'aurais été capable de le faire d'ailleurs. Ouais, toi, on t'a accepté et ce qui a marché dans ton succès après, c'est parce que tu étais qui tu vas et t'as pas dû effacer ton identité pour travailler sur autre chose. Oui, tout à fait. Bah, moi, j'ai eu la chance au début de pas chercher du travail. On venait me chercher. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avant même de sortir de prison, puisque j'ai écrit mes bouquins en prison. Et puis, il y a une personne qui est fondamentale là-dedans, c'est un mec qui s'appelle Yves Régnier, qui était le commissaire Moulin, qui est venu me voir en prison pour que je lui écrive un film. Et on est devenus amis, et il est venu me voir pendant presque un an au parloir, tous les jeudis, pour qu'on bosse. Et un jour, il m'a dit, écris-moi un commissaire Moulin, je vais te faire prendre un peu de blé, parce qu'un film, c'est long monté, machin. Et j'ai fait un truc de fou. Quelques semaines après être sorti de prison, j'étais devant la porte d'une prison où la porte s'est ouverte, et il y a Johnny Hallyday qui en est sorti, qui jouait le rôle que j'avais écrit dans cette même prison, Les hasards de la vie. Putain, c'est dingue. J'étais dans la 4e dimension, et à partir de là, c'est parti, quoi. Et j'avais pu, j'ai pas eu de soucis, quoi. Ça doit faire vraiment trop bizarre de passer autant de temps enfermé et tout d'un coup d'avoir Johnny Hallyday. Enfin, je pense que t'es sorti de ton corps un peu, non? C'est le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, moi, c'était une alu, quoi. T'imagines, je suis devant la prison où j'ai écrit le rôle en plus, quoi. Et là, la porte s'ouvre, il y a Johnny Hallyday qui en sort, qui a les cheveux teints en noir, le col du cuir relevé, qui allume sa clope et qui joue le rôle que t'as écrit pour lui. Ça s'est passé comment? T'as pu parler un peu avec lui sur le tournage ou fallait pas trop l'embêter parce que bon, c'est Johnny, quoi. C'est pas que j'ai tourné, c'est pas que j'ai pu parler avec lui, on est devenus amis, donc. Est-ce que t'as des habitudes prises toutes ces années en prison que tu continues d'avoir les quelques temps après en sortant, où tu te dis ah ouais non c'est vrai j'y suis plus, tu vois? Non, je dis toujours que je bois pas d'eau du robinet parce que j'en ai assez bu en prison. Et voilà, les habitudes que j'aurais pu avoir, justement, j'essaie de pas les garder. Non, moi la prison, c'est quelque chose d'assez abstrait pour moi au fond. Même si j'y ai passé 21 ans de ma vie, c'est quelque chose d'assez abstrait dans la mesure où j'y retourne pas psychologiquement. Ça m'intéresse pas, le sujet m'intéresse pas. Alors après, moi, la prison, j'ai autant que faire se peut, j'ai toujours tenté d'en faire quelque chose. Des études. Essayer de m'élever intellectuellement. J'ai eu la chance, je dis bien la chance, de connaître la prison quand il n'y avait pas la télé. Pourquoi? Mais parce que c'est arrivé comme ça, tard. T'avais des livres et tu avais plus de temps. Donc moi, je lisais un bouquin par jour. Okay. Et je me suis construit culturellement comme ça. Et
Aujourd'hui, les gamins, ils sont dans les tôles, ils sont devant Hanouna et avec leur PlayStation dans la main en même temps. C'est pas terrible. Mais voilà quoi. Et moi, je suis pas la bonne personne pour parler de la prison parce que déjà, moi, j'ai pas souffert de la promiscuité, de la surpopulation, tout ça. Moi, j'étais DPS. DPS, ça veut dire détenu particulièrement à surveiller. Ok. Donc ça te donne paradoxalement le luxe extraordinaire d'être seul en cellule. Moi, sur 21 ans de prison, j'ai quasiment pas passé de temps à plusieurs en cellule. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Cette promiscuité-là, je la connais pas. Et sur les peines importantes, en plus, en prison, j'étais un caïd. Donc, zéro souci avec l'administration pénitentiaire qui me craignait et du reste de la population pénale qui me craignait aussi. Donc, zéro souci. Tu parlais tout à l'heure du fait que ton introspection, elle est venue bien plus tard. Elle est venue quand? C'est des événements marquants. Un jour, je le raconte dans la pièce. Un jour, je me suis retrouvé mêlé indirectement à une histoire parce que j'en ai été le spectateur tardif. Un jour, on m'a arrêté dans la rue pour m'ouvrir le coffre d'une voiture et on m'a montré la tête d'un mec. Oh, la vache. Et le mec me l'a montré avec bonhomie. Tiens, viens, Francky, je vais te montrer un truc. Bon, bref, c'était un mec qui avait été torturé. Quelle horreur. Et là, tu te dis, c'est quoi ma life? Ah ouais. Ça a plu, là. Pour que je marche dans la rue et qu'on m'arrête et me monte à la tête d'un mec dans le coffre d'une voiture, c'est ça ma vie. Et après, d'autres événements comme ça. Un jour, je suis à Lima, au Pérou, et quand j'arrive, je passe même pas la frontière. Je rentre dans le pays sans passer par les douanes, parce que la junte m'attend au pied de l'avion. Donc, on m'attend dans la voiture, on m'amène tout de suite à l'hôtel sans passer par la douane, sans passer par nulle part. Je savais même pas que c'était possible. Et là, on me donne une voiture et on m'ouvre la boîte à gants. Dans la boîte à gants, il y a un flingue et on me dit le soir, tu t'arrêtes pas au feu rouge. Et si tu t'arrêtes et que t'as un problème avec quelqu'un, tu tues le mec et tu nous appelles. Et là, c'est pareil, j'ai dit putain, c'est quoi ma life pour arriver à l'autre bout du monde et qu'on me dit tu tues le mec et on s'arrange. C'est chaud quand même, non? Donc voilà, quoi, c'est des événements comme ça qui, à un moment, quand tu les martèles, te disent putain, c'est quand même un drôle de truc, quoi. C'est une vie de voyou, c'est pas rien, quoi. C'est pas psychologiquement, c'est pas rien. Alors, si t'as la faculté de réfléchir un petit peu, de t'arrêter, et de regarder la situation telle qu'elle est, et de surtout pas la fantasmer, de l'auto-fantasmer. C'est clair, c'est clair. Et puis en plus, toi, tu le dis très bien au départ. Moi, j'étais pas dans le truc proxénète, etc. Moi, je faisais des braquages. J'imagine que tu tirais pas, tu utilisais seulement un flingue. Non, voilà. Moi, j'ai toujours essayé. C'est pas pour dire c'est mieux que, mais c'était pas ton truc. Autant que faire se peut. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas la peine d'ajouter de la violence à la violence. Bon, mettre son flingue sous le pif de quelqu'un, c'est suffisamment traumatisant comme ça. C'est déjà très violent. C'est une vraie violence. Moi, j'ai jamais rajouté de violence à la violence. C'est-à-dire que j'ai jamais mis un coup de crosse, j'ai jamais mis une claque, j'ai toujours essayé de faire ça entre guillemets, hein, et avec tous les guillemets en surgras, d'essayer de faire mon boulot convenablement, et d'essayer de faire convenablement quelque chose qui est pas convenable. Donc voilà, quoi. Ouais, donc là il y a une escalade de la violence où tu te retrouves à avoir des scènes qui doivent être absolument traumatisantes. C'est terrible, ce truc de la tête dans le coffre. J'imagine pas, moi j'endors plus la nuit, quoi, de voir ça. Et donc ça provoque quelque chose en toi où tu te dis, attends, qu'est-ce que je fous, quoi? Ouais, mais voilà, qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est ma life, c'est quoi? C'est quoi? Si c'est ça, eh ben c'est pas terrible, quoi, parce que et puis même moi je sais qu'à un moment on avait
on avait moins de 30 ans, je vivais la nuit, toutes les nuits, mes nuits étaient les mêmes. C'était une bouteille de tequila toutes les nuits, 2 paquets de gitane, 3 grammes de coke. Alors oui, on avait les plus belles gonzesses de la capitale, on sortait dans les clubs les plus sélects, les plus huppés de Paris. Mais bon, pourquoi quoi? De ouf. Tu te dis c'est quoi cette vie que je mène tous les jours quoi? Et je suis capable moi de, comme tu disais tout à l'heure, de sortir de mon corps et de me regarder et de me dire là que par rapport au produit par exemple, je me suis dit on va imaginer que mon corps c'est mon commerce, c'est mon fonds de commerce. Ben, ça sera moi le patron, ce sera pas les produits. Et un jour, je me suis réveillé un matin, sans raison particulière, j'ai décidé de plus boire, plus fumer, plus de prendre de coke. Et c'est marrant parce que c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 30 ans. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai même pas le souvenir que c'était dur Ah, c'est fou. de faire ça. Mais j'ai l'impression que t'as un mental comme ça aussi. J'ai même pas l'impression que c'était dur et je l'ai fait, voilà, point quoi. Et ouais, voilà, Puis quand tu me racontes ça, c'est que des artifices pour chercher à être heureux, parce que c'est ça, la drogue, c'est la chimie pour améliorer la chimie. Et à côté de ça, t'as ton enfant juste comme ça qui t'apporte tellement de joie. Sauf que par exemple, pour parler d'un des produits, la coke, moi à un moment, je me suis dit, attends, je suis dans un truc avec ça là, où tu sais, tu parles avec les gens et tout ce qu'ils te disent, c'est bien en fait. C'est-à-dire que si tu tombes en boîte de nuit sur un mec qui va te parler de fleurs parce qu'il a une entreprise de fleurs, putain, tu vas parler de fleurs avec lui. Quoi. Ouais. Tu te dis, oh, putain, c'est génial. Wow, putain, les fleurs. Mais putain, j'avais pas gambergé le truc. Ah ouais, ben, tu t'es en train de devenir fou en vrai. Qu'est-ce que, dans l'absolu, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de tes fleurs, hein, parce que, ouais, voilà, c'est pas une vie, quoi. Mais bon, après, c'est inhérent à la vie du gangster, quoi. C'était comme ça, on vivait comme ça, on vivait la nuit, on était des fous. On avait des belles bagnoles, on se prenait pour des stars du rock. Et on s'en lasse pas au bout d'un moment Mais bien sûr que si, évidemment. Ouais. Aujourd'hui, quand tu regardes cette grande partie de ta vie, quel regard tu portes dessus et surtout quels enseignements? Le regard, le regard, c'est que il est en 2 parties. J'ai un regard donc qui est avant la rédemption ou la résilience, qui est négatif, et qui est sans regret. J'ai pas de regret, hein. Ni de remords. Mais malgré tout, le regard est négatif parce que ce que je sais que ce que j'ai fait c'était pas bien. Et le regard sur une deuxième partie de vie où je me suis dit, au fond, bah, j'étais capable de faire autre chose. La preuve. Voilà. Et j'ai pas fait que dans la facilité parce qu'encore une fois, faire le gangster, c'est facile. Et c'est bosser qui est difficile. Pourquoi est-ce que t'as pas de regrets? Mon spectacle s'appelle Ni fier ni honteux. Je suis pas fier, on l'aura compris. Je suis pas honteux parce que j'ai payé. J'ai payé, je payais cher. Quand il a fallu payer, j'ai toujours payé cash. Et donc j'ai pas de regrets à avoir. Et dans la mesure où j'ai pas fait de mal, enfin pas trop de mal. Et donc ça va. Je peux me regarder dans une glace en me disant c'était pas bien, mais d'un point de vue moral face à moi-même, hein, je parle pas pour les gens, hein. Les gens ils ont le regard qu'ils veulent. Face à moi-même, ça va quoi. Je peux me regarder dans la glace. Ça va. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à ce petit jeune qui va faire sa première connerie que tu étais? Je le dis à un moment dans le spectacle. Si vous avez un gamin, amenez-moi-le, je vais lui expliquer. Et tu l'expliques quoi? Amenez-le moi et je vais lui dire que une vie de gangster, moi je connais pas d'exemple de vie de gangster où le mec a pas fait 10 ans de prison. C'est le tarif syndical, ça. C'est le service minimum. Moi, je suis moins chanceux ou moins malin, je vais savoir. J'en ai fait le double. Et mais c'est comme ça, c'est le tarif syndical. Qu'est-ce que tu veux faire le gangster? Eh ben, tu vas être dans un milieu où les gens s'embrassent à midi et se flinguent le soir.
C'est la première cause de mortalité chez les voyous, c'est celle-là. C'est pas les flics qui tuent les voyous. Ils en tuent un de temps en temps et ça fait la une des journaux. Et voilà, tu vas faire des années de prison. Tu vas rendre les gens qui t'aiment autour de toi malheureux au possible. Ça, c'est important d'en parler aussi. Et parce que dans la vie, tu vis pas que pour toi. Et donc voilà quoi. Et et au bout du compte, moi je te le dis, tu t'y retrouveras pas. Tu seras jamais gagnant. Alors après, il y a l'exception qui confirme la règle. Ce qu'on avait nous sur certains braquages, on avait ce qu'on appelle des invités. C'est-à-dire que c'est un braquage. Nous, on était une équipe de 4, la base. Okay. Et des fois, tu as des braquages où il y a besoin d'être 5, 6. Donc, tu fais appel à des gens que tu connais ou par recommandation. C'est ce qu'on appelle des invités. Et des fois, il y a, de temps en temps, un mec qui est un invité, où c'est pas forcément son truc, qui va venir, qui va faire son boulot mal la plupart du temps, mais on va le cantonner à un boulot simple. On dit voilà, tu t'occupes, tu gardes la porte, on va lui donner un truc pas compliqué. Et ce mec-là, il va venir sur une affaire importante où il va y avoir beaucoup d'argent, où sa part va être importante, et il va prendre cet argent et il va partir dans la Creuse s'ouvrir un bar tabac. Et lui, tu le reverras plus jamais. Putain, les bars tabac de la Creuse, ouvrez l'œil. Celui-là, tu le reverras plus jamais. Et mais c'est l'exception qui confirme la règle. Malheureusement, si tu multiplies les braquages ou les choses délictueuses, maintenant c'est plus à la mode le braquage. Maintenant c'est les produits, c'est le shit en gros dans les cités. Je veux dire, descends à Marseille, ils en sont à combien de morts là? Ouais, plusieurs centaines. C'est terrible ce qui se passe. C'est ouf quoi. Ouais. Donc si vous avez un gamin, amenez-le moi, je vais lui expliquer calmement, rationnellement, avec des chiffres. Et par exemple, voilà quoi. Bon je crois qu'on a tous compris qu'il faut venir te voir dans une très belle salle d'ailleurs, la Nouvelle Ève. Oui, l'endroit est super. C'est trop magnifique. chouette. C'est pas loin d'ici, à Pigalle, à partir du 26 janvier. Ouais. C'est quoi? C'est tous les soirs? Alors, on commence le 26 janvier, donc on y sera le 26 et le 27, donc 2 jours. Et après, pendant 2 mois, on y sera toutes les semaines, le jeudi, vendredi, samedi, 3 jours par semaine. Trop bien. Sur une trentaine de dates à peu près. Merci beaucoup Franck, c'était passionnant. Est-ce que tu auras un mot de la fin peut-être sur le fait de rebondir après un échec? Ouais, le mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, à rien. Rien n'est écrit et il faut toujours se dire dans la vie, moi ma formule c'est de se dire toujours, quoi qu'il arrive, je pars toujours avec le non. Je ne risque que le oui. Donc j'ai tous les courages et j'essaye tout. Amen. Ça me plaît bien ça. Merci beaucoup. Amen, Mazel Tov, Inch'Allah, réunis-toi en même temps. Toi qui crois si fort à un Dieu, c'est ça? Pas du tout. Je sais pas si c'est moi qui crois pas en Dieu ou l'inverse. Ah, on va vous laisser sur ces belles paroles. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.